Un souffle glacé traverse les pins centenaires, porteurs d'un murmure ancien. Dans la lumière blafarde de l'aube, des pierres polies émergent du sol humide, alignées avec une précision inexplicable. Au cœur des collines de Pennsylvanie, des installations énigmatiques défiment nos repères chronologiques, comme si une main inconnue avait tracé des corridors secrets dans la forêt. Qui a dressé ces mégalithes détrempés par la rosée, et dans quel but ? Comment expliquer les fossiles mystérieux et les crânes déformés exhumés sans laisser de traces d'itinérance ? Les récits officiels glissent sur ces anomalies, laissant derrière eux un vide inquiétant. Entre légendes autochtones et découvertes disparates se cache une histoire incomplète. Un voile de brume remonte doucement la vallée à l'aube, mouillant les aiguillailles de sapin d'un éclat de perles grises. L'air, chargé d'une fraîcheur presque saline, porte le murmure lointain d'un ruisseau glissé sous les fougères. Là, sur la pente nord du mont Nittany, une rangée de blocs calcaires émerge du tapis de mousse, dressé comme un vestige oublié d'un ordre ancien. Leur surface lisse, polie par des siècles de pluie et de givre, reflète la pâleur du ciel naissant, comme si ces pierres retenaient en elles la mémoire d'un secret profond. Qui a disposé ces roches massives avec tant de précision, façonnant une voie mystérieuse à flanc de montagne ? Le mont Nittany s'élève à près de 550 mètres, un anticlinal marqué par des strates calcaires et schisteuses formées il y a des centaines de millions d'années. Pour les géologues, ces blocs ne sont que les témoins erratiques d'un ancien glacier, transporté depuis le nord, abandonné là par la fonte des glaces et recouvert peu à peu de terre et d'humus. Pourtant, lorsqu'on suit leur alignement, les pierres forment une trajectoire étonnamment rectiligne, un fil invisible qui traverse la forêt sur plus de 100 mètres. Certains y voient la main du hasard, mais le hasard, parfois, prend la forme d'une intention troublante. Au milieu du XIXe siècle, des fermiers locaux signalèrent la présence de ces roches disposées en rangées régulières en marge de leurs champs de seigle. Les registres agricoles de Bellefonte évoquent des pierres immobiles, dressées face au vent, intriguant assez pour qu'on les contourne plutôt que de les moissonner. Les premières cartes topographiques mentionnent une ligne de pierre à la lisière de la clairière, sans autre précision. Les hommes d'alors, habitués à la rudesse des collines, préféraient pas laisser ces roches en place, comme d'autres éviteraient un vieil autel sacré. Au tournant du XXe siècle, des chercheurs étendirent leur enquête. Ils conclurent rapidement à l'action glaciaire, citant la compilation de relevés géomorphologiques de la Pennsylvanie. Les roches erratiques résultent d'une accumulation aléatoire. Pourtant, ces relevés délaissèrent de l'alignement linéaire, se focalisant sur la masse granulaire plutôt que sur la forme qu'offre ce solitaire corridor. L'algorithme d'analyse spatiale, appliqué plus tard sur des photographies aériennes, renforça l'étrangeté. Ce chapelet de blocs ne répondait ni aux lignes de faille, ni aux courants glaciaires dominants. Selon les traditions orales des Lenape, dont les premières de communautés avaient foulé le sol autour du Nittany, la montagne était regardée par des pierreux, esprits de la roche laissant parfois derrière eux des formations énigmatiques. Les anciens chamans parlèrent d'un sentier des ombres, protégé par des blocs de pierre, seul gardien des vaisseaux spirituels reliant la terre et le ciel. Si certains ethnologues contestent la portée littérale de ces récits, aucun n'ignore que la mémoire collective porte les traces d'un passé qui n'appartient plus au livre. À l'approche du solstice d'hiver, lorsque le soleil se lève le plus bas à l'horizon, une lueur rasante effleure ces pierres, projetant des ombres filiformes qui semblent converger vers un point invisible. Des passionnés d'archéoastronomie ont proposé que ces blocs servaient de repères solaires, marquant l'instant du lever exact du soleil à certaines dates clés. Mais aucun outil de datation n'a pu confirmer la période d'installation première, car les pierres sont dépourvues de gravures ou d'artefacts organiques permettant le carbone 14. La rigueur académique balaie souvent la piste d'une fabrication humaine, invoquant l'improbabilité d'une société assez organisée pour transporter ces blocs sans laisser de vestiges. Aucune trace d'outils de taille, pas le moindre fragment de hache en pierre, rien qui atteste d'un chantier ou d'une main-d'œuvre dédiée. Pourtant, comment imaginer que le hasard crée une séquence presque parfaite ? Certains géologues admettent « le phénomène mérite un regard plus attentif, il défie nos modèles de dépôts glaciaires standards ». D'autres théories, plus audacieuses, évoquent l'action d'un groupe ancien, issu de migrations transatlantiques, ou d'un de ces Celtic Druid Circles, théorisés sans preuve par des amateurs d'archéologie alternative. Elles sont systématiquement repoussées par la communauté scientifique, mais elles irriguent donc l'imaginaire local et attirent chaque été quelques curieux munis de détecteurs de métaux.
Le silence des pierres, en retour, reste imperturbable. Pas un filon métallique, pas un clou ancien, aucune trace de campement. Plus récemment, des drones équipés de lidar ont scruté la surface du mont Nittany sous un épais couvert végétal. Les relevés ont révélé un réseau secondaire de pierres, moins spectaculaires, nichées plus haut sur le versant ouest. Ces pierres-là dessinent une courbe douce, presque un arc de cercle inachevé, suggérant une architecture énigmatique qui se déploierait au-delà de la simple ligne. L'équipe d'études a publié un rapport lapidaire. Une cartographie complète est nécessaire, mais rien ne correspond aux structures connues de l'époque coloniale ou précoloniale. Malgré toutes ces découvertes, aucun artefact contemporain ou document colonial n'évoque un site rituel ou sépulcral au mont Nittany. Les registres des pensionnats, les relevés missionnaires, les journaux des premiers explorateurs n'offrent que l'écho d'une nature sauvage, d'un bois impénétrable et jamais d'une allée pierreuse. La cartographie officielle signale les sentiers de randonnée, les anciens pâturages, mais omet soigneusement ces blocs silencieux. Pourtant, à la tombée de la nuit, lorsque le dernier rayon de lumière caresse la crête, certains promeneurs jurent entendre un souffle mystérieux, un froissement comme de lourdes étoffes glissant sur la roche. Les plus réticents disent qu'il s'agit du vent piégé dans des crevasses, d'un simple écho. Mais la nuit, le son paraît concentré, presque articulé, comme un langage oublié prêt à se révéler. Alors que les érables se couvrent d'un manteau rougeoyant, la ligne de pierre s'habille de feuilles mortes, et l'on devine à peine le tracé ancien. Chaque automne, seuls les plus attentifs parviennent à reconstituer mentalement la trajectoire, reliant les roches obscurcies. Ce rituel silencieux se répète depuis des générations, mais personne n'en connaît l'origine. Les visiteurs modernes, armés de boussoles numériques et de cartes interactives, demeurent souvent insaisissables face à cette structure. Ils arrivent, scrutent le sol, consultent leurs écrans, puis repartent déçus, laissant le mystère intact. Car ce site résiste à toute ingénierie contemporaine. Aucune application ni système GPS ne saura guider pleinement vers ce corridor minéral. Au bout de ce long alignement, là où la forêt cède place à des pâturages abandonnés, se trouve un bloc isolé, plus massif que les autres, comme un hôtel immobile tourné vers le nord. Son emplacement paraît délibéré, presque théâtral, dessinant une invitation muette à lever les yeux vers les étoiles. Puis, dans un dernier frisson de vent, l'ombre de la crête s'étend et le bloc s'efface dans la pénombre. Une brume légère enveloppe le vallon de Huntingdon à l'aube, glissant comme un soupir entre les troncs humides. Là, sous un chêne solitaire, aux branches sablonneuses, s'ouvre une dépression étrange, tapissée de terre sombre et de feuilles pourrissantes. En creusant légèrement le sol mou, on découvre bientôt ce qui semble un amas de fragments osseux, dominés par des portions de crâne aux contours arrondis. Les pièces se juxtaposent sans ordre apparent, comme jetées là par une main inconsciente. Comment ces têtes humaines ont-elles pu parvenir en un même endroit, oublié depuis des siècles, sans laisser de traces de sépulture organisée ? Ce site singulier attira l'attention d'un fermier au milieu du XIXe siècle. En labourant un champ envahi par les ajoncs, il rencontra d'abord quelques éclats osseux, puis, en poursuivant son travail, fit jaillir du sol plusieurs fragments plus importants. Orbites vides, mâchoires édentées, crêtes frontales usées. Les journaux locaux rapportèrent à l'étrange trouvaille sans trop d'enthousiasme, attribuant l'ensemble à un cimetière amérindien disparu. Pourtant, aucun document n'évoquait la présence d'une nécropole à cet endroit précis. Ni plaque commémorative, ni tradition orale ne mentionnaient une fosse collective. Les premières études formelles furent menées par l'anthropologue Thomas W. Haywood en 1882. Son rapport sobre décrivait des crânes aux dimensions variées, certains présentant des déformations crâniennes délibérées, d'autres portant des cicatrices de fractures anciennes. Haywood conclut à une fosse de récupération, un lieu où l'on aurait rassemblé les restes humains de multiples générations, peut-être après un événement tragique ou pour un rituel d'exhumation. Aucun artefact associé, ni poterie, ni outil de pierre, ne fut retrouvé parmi les ossements. Le silence matériel qui entourait la fosse renforçait l'idée d'un geste rapide, presque clandestin. Plusieurs décennies plus tard, dans les années 1950, la mise en place de méthodes radiographiques permit d'examiner les os plus en profondeur. Les clichés révélèrent des signes d'usure inhabituels à la base du crâne, comme si certains individus avaient subi des pressions régulières post-mortem. Les hypothèses circulèrent. Étaient-ce les vestiges d'un traitement rituel où l'on aurait abrasé la nuque pour séparer la tête du tronc ?
ou bien un simple effet de la sédimentation et du tassement de la terre. Dans tous les cas, ces marques énigmatiques stimulaient la curiosité des rares spécialistes en anthropologie historique. Selon les récits transmis par la communauté des Susquehannock, présente en ces terres avant leur dispersion, un ancien rite de purification aurait requis l'exhumation des crânes à chaque solstice d'été. Les chefs spirituels auraient gardé les têtes dans des huttes sacrées, puis les auraient replacées dans Cotrelero au cœur de la forêt sans précision géographique exacte. Les sources missionnaires du XVIIIe siècle évoquent des maisons à crâne, percées comme des lanternes, mais leurs descriptions ne correspondent pas rigoureusement à la fosse telle qu'elle apparaît aujourd'hui. Ces récits, souvent mêlés d'incompréhension et de préjugés, glissent rapidement sur la complexité des pratiques autochtones. Au cours des fouilles à travers des années 1970, l'archéologue Marianne B. Evans entreprit un inventaire détaillé. Elle nota que certains crânes présentaient des perforations latérales, probablement destinées à maintenir un ornement ou un bandeau. D'autres portaient des traces de pigments rouges et jaunes, comme si une substance colorée avait été appliquée avant l'ensevelissement. Ces observations suggérèrent une cérémonie funéraire plus élaborée qu'on ne l'imaginait initialement. Cependant, l'absence totale de fragments de tissu ou de reliques organiques empêchait toute datation par carbone 14. Chaque flacon que les laboratoires back then tentaient d'extraire demeurait stérile, faute de matière adaptée. Les théories sur l'âge de la fosse oscillent largement. Certains spécialistes la rattachent aux épidémies de variole du début du XVIIIe siècle, où l'on aurait regroupé les victimes pour les inhumer en secret, de peur de propager la maladie. D'autres penchent pour un rassemblement plus ancien, peut-être antérieur à l'arrivée des Européens, lié à un de ces épisodes de guerre tribale ou de famine catastrophique décrits en filigrane par les récits anciens. Dans tous les cas, la discontinuité entre les faits et les archives laisse un vide troublant. Comment réconcilier la densité des ossements et l'absence d'archives officielles ? Les fouilles récentes, conduites avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire, ont utilisé l'imagerie 3D pour reconstituer la fosse en couches successives. Ces reconstructions digitales dévoilent un empilement presque concentrique de crânes, comme si chacun avait été délicatement déposé autour d'un centre symbolique. Un cercle invisible se dessine, alimentant l'idée d'un espace rituel plutôt que d'une simple sépulture collective. Les chercheurs ont cependant invoqué la possibilité d'un amoncellement du fait de l'effondrement progressif de parois naturelles, mais cette explication ne couvre pas la disposition régulière observée. Plus étonnant encore, quelques fragments crâniens présentent une densité osseuse supérieure à la normale, indiquant un pressage répétitif ou un traitement chimique inconnu. Le docteur Elena Morin, responsable de l'analyse ostéologique, avoue « Nous avons recensé des anomalies biologiques pour lesquelles aucune culture connue n'avait recours à de tels procédés. Ces os ont peut-être été traités avec des substances organiques aujourd'hui inconnues, ce qui soulève davantage de questions que de réponses. Quelle plante, quel composé aurait pu produire cet effet et dans quel but ? Dans la communauté locale, la fosse est devenue un lieu de superstition silencieuse. Le soir, certains habitants du voisinage évitent la zone, craignant une présence tapie sous les feuilles mortes. D'autres, au contraire, se munissent de bougies et de paroles murmurées, espérant apaiser des esprits ancestraux qu'ils imaginent errants. Des historiens amateurs, captivés par le mystère, parcourent les archives des musées de Harrisburg en quête de documents perdus, persuadés qu'un rapport oublié ou un carnet de terrain, endormi, révélerait enfin la vérité. Malgré tous ces efforts, la fosse au crâne de Huntingdon garde son secret immobile. Elle ne livre ni date exacte, ni nom d'individu, ni raison définitive de son existence. Les os restent silencieux, enveloppés dans la terre noire, comme un écho sans parole. À chaque nouvelle méthode d'analyse, un voile de plus se soulève, mais le cœur du mystère demeure hors de portée. Au seuil de l'obscurité, quand la pluie fine dessine des stries sur la terre, il suffit de s'approcher pour ressentir une vibration presque imperceptible, un frémissement de la mémoire fossile. Cette fosse peut-être n'appartient pas seulement au passé, elle nous interpelle sur la fragilité de nos archives, la portée de nos oublis et l'incomplétude de nos certitudes. Au-delà de cette enquête silencieuse, les eaux profondes du lac Wallenpaupack recèlent à leur tour des énigmes insoupçonnées, prêtes à émerger à la surface du visible. Au bord du lac Wallenpaupack, le chant lointain des plongeons de canards résonne comme un écho secret sous le voile matinal. L'eau d'un vert sombre se retire lentement vers le rivage, laissant apparaître des plages de sable fin et d'argile humide.
Là, dans la vase scintillante, apparaissent des empreintes immenses, longues de plus d'1 mètre et larges de presque un demi-mètre, imprimées dans la boue comme la trace d'un géant oublié. À première vue, elles semblent irréelles, vestiges d'une créature mythique, mais leur netteté trahit une origine plus troublante. Leur forme régulière et leur profondeur indiquent un poids considérable et un mouvement délibéré. Qui ou quoi a bien pu laisser ces marques profondes dans le sol mou du lac? Les premières mentions de ces empreintes remontent aux années 1870, lorsque des promeneurs surpris alertèrent dans la presse locale. Le Gazette de Wayne County publia un bref article décrivant des traces monumentales sur la rive ouest, alignées comme si elles avaient été posées au pas. Les photographies en noir et blanc, prises depuis une barque voisine, montraient une rangée irrégulière, espacée de plus d'1 mètre à l'autre, qui s'enfonçait dans la vase sur près de 20 mètres avant de s'évaporer sous l'eau sombre. Les lecteurs, fascinés, crurent d'abord à un faux savamment orchestré par un photographe en mal de sensationnalisme. Pourtant, lorsque des géologues et des ingénieurs civils furent conviés, ils confirmèrent l'authenticité des empreintes. Le docteur Henry Caldwell, géologue à l'Université de Pennsylvanie, déclara « Ces marques présentent des caractéristiques de compression du sol cohérentes avec un poids de plusieurs tonnes. La forme ovale, la pression latérale, l'asymétrie légère du talon au doigt indiquent un organisme bipède, peut-être à 3 doigts, dont nous n'avons aucune trace anatomique dans notre registre paléontologique. » Son rapport détailla la consistance de l'argile, la mesure de la profondeur et la répartition spatiale, concluant que la piste n'était ni le fruit d'un glissement de terrain, ni d'une machine moderne malencontreusement passée. Face à ces données, plusieurs hypothèses émergèrent. Certains avancèrent l'idée d'un animal préhistorique tardif, survivant dans les eaux fraîches de Wallenpaupack jusqu'à une époque récente. Les reptiliens présentés dans les récits populaires prirent alors des noms plus concrets, un descendant isolé de dinosaures bipèdes ou un archosaurien inconnu échappé à l'extinction. Toutefois, aucun fossile n'accompagna ces empreintes. Les équipes de fouilles sous-marines, équipées de sonars et de caméras submersibles, n'ont jamais capturé la silhouette d'une créature au gabarit colossal. Au fil des décennies, la légende s'enrichit d'anecdotes. Des habitants affirmèrent avoir entendu, à la tombée de la nuit, un bruit de pas sourd au fond du lac, comme un tambourinement régulier sous la surface. D'autres rapportèrent des ondes ondulantes sans cause visible, des oscillations de l'eau sans vent ni bateau. Ces récits furent consignés dans des carnets privés, transmis de génération en génération, mais jamais examinés par les chercheurs, jugés peu fiables. Pourtant, la convergence de témoignages indépendants soulève une question. La science peut-elle écarter d'un trait ces expériences sensorielles sans explication ? Au début des années 2000, la technologie LIDAR appliquée aux berges révéla une autre surprise. Au-delà de la zone d'empreinte visible, inscrite dans la vase, se dessinait une série de sillons faibles, presque imperceptibles, alignés parallèlement aux premières marques. Ces dépressions plus légères semblaient anse et prolonger la piste sur plusieurs dizaines de mètres sous l'eau avant de disparaître. Les lidars subaquatiques, cependant, peinèrent à pénétrer les eaux turbides du lac, rendant la reconstitution partielle. Les relevés firent l'objet d'un rapport technique que l'Agence géologique de Pennsylvanie qualifia de « données prometteuses mais incomplètes ». Les communautés amérindiennes tolérantes de la région, en particulier les Lenape, ont toujours associé le lac à des esprits aquatiques. Dans leurs chants sacrés, ils évoquent des marqueurs du sous-monde, des signes laissés par des esprits géants pour guider les âmes des défunts vers l'au-delà. Les anciens contes parlent d'une entité à 3 doigts, gardienne des eaux profondes, arborant des pas semblables à ceux décrits sur la rive. Les spécialistes en ethnographie soulignent cependant que ces récits ont été largement déformés par les colons et que l'absence de sources écrites précoloniales rend toute reconstitution incertaine. Pour autant, la coïncidence entre les légendes et la forme des empreintes intrigue. Certains chercheurs interdisciplinaires proposent de ne pas opposer brutalement science et tradition orale, mais d'envisager un dialogue. Le professeur Mary Lou Jenkins, retraité de l'ethnologie à l'université de Temple, plaide pour un choc créatif entre les savoirs ancestraux et les méthodes modernes. Si nous prenons au sérieux la mémoire collective, nous pourrions orienter nos fouilles subaquatiques vers des zones précisées par les chants sans transposer littéralement les symboles mythiques. En 2018, une expédition conjointe fut organisée, rassemblant archéologues, paléontologues et représentants des tribus locales.
Munis de sonars à haute résolution et d'échantillonneurs de sédiments, ils prospectèrent le fond du lac à l'endroit supposé des empreintes. Les analyses chimiques des couches vaseuses révélèrent à l'aube la brume s'élève en volutes délicates au-dessus des prairies d'Oley Valley, comme une danse silencieuse autour d'un secret ancien. Au cœur d'un bosquet de hêtres centenaires, on découvre un anneau de pierres grises alignées selon un cercle presque parfait, dont chaque bloc, haut d'1 mètre en moyenne, résonne d'un écho sourd sous la caresse de la rosée. Les contours usés par le temps gardent la trace de mains humaines inconnues. Qui a choisi ce vallon, entre cours d'eau et pâturage, pour dresser ces monolithes? Quelle force les a guidés dans une géométrie si précise qu'elle défie l'aléa de la nature? La géologie locale décrit Oley Valley comme un ancien lit marin redessiné par les dernières glaciations, un relief doux de collines et de vallons où l'érosion a poli les roches. Pour les géologues, ces pierres pourraient-on n'être que des erratiques morainiques, déposées au hasard par le retrait des glaciers. Pourtant, leur répartition circulaire, centrée sur un point invisible, suggère une intention qui échappe aux forces naturelles. Dès le XVIIIe siècle, des fermiers de la région signalèrent la présence d'un cercle de pierres qu'ils contournèrent avec respect, assimilant ces blocs à un autel païen plutôt qu'à de simples roches jetées. Au fil des relevés topographiques du XIXe siècle, la cartographie officielle mentionne une couronne de pierres sans jamais préciser son utilité. Les premières études archéologiques, menées par des antiquaires amateurs, conclurent à un cercle rituel celtique importé, un vestige druidique au cœur de la Pennsylvanie coloniale. Cette hypothèse séduisante ne résista pas à l'analyse minutieuse. Aucun artefact celte ni fragment de métal n'a été découvert au sol, et la datation stylistique des mégalithes reste impossible faute d'éléments organiques piégés dans la pierre. À l'ère des techniques modernes, le lidar a percé l'épais couvert forestier, révélant un cercle quasi parfait de 14 pierres, espacées à intervalles réguliers, formant un diamètre d'environ 20 mètres. L'étude a mis en évidence un petit dégagement central, à peine dégagé de la terre, comme un foyer oublié. Les relevés GPR, radar à pénétration de sol, ont détecté des anomalies sous ces dalles, des cavités sombres et circulaires, peut-être des vieilles fondations ou des creusements rituels. Les chercheurs se sont interrogés. S'agit-il d'un lieu de réunion, d'un observatoire fixe ou d'un sanctuaire aux usages perdus? Dans les chants et les légendes des Lénape, Oley Valley était un point de passage pour les âmes des défunts. Les anciens récits évoquent un cercle des esprits où les chamans chantaient pour guider les voyageurs entre les mondes. Toutefois, ces traditions ont été largement filtrées par les discours missionnaires et leur transcription varie d'un village à l'autre. Aucune source précoloniale n'a consigné de détails sur la forme exacte du cercle, mais le concept d'un lieu sacré circulaire, espace liminal entre ciel et terre, résonne avec la configuration physique que nous observons aujourd'hui. Les fouilles de surface ont livré quelques tessons de poterie, fragments grossiers peints de bandes noires, typiques du style Woodland tardif, 500 à 1200 après Jésus-Christ. Jour après Jésus-Christ. Ces vestiges, concentrés près de la pierre orientale, suggèrent un usage périodique, peut-être lors de cérémonies de saison. Des analyses chimiques des sols ont aussi révélé la présence de restes de charbon de bois à faible profondeur, vestiges probables d'un feu rituel. Pourtant, aucun artefact ostentatoire, coquillage, perles, pendeloques, n'a été mis au jour, préservant ainsi l'austérité mystérieuse du cercle. Plusieurs chercheurs en archéoastronomie ont repéré une orientation particulière. Lors des équinoxes de printemps et d'automne, les rayons du soleil levant traversent l'axe de deux pierres opposées, projetant une ligne de lumière sur le foyer central. Cette observation renforce l'idée d'un calendrier solaire ou lunaire, structuré autour d'un espace précis. Néanmoins, l'absence de gravure ou de repères gravés interdit toute certitude sur l'interprétation. Était-ce un marqueur agricole, un calendrier pour rythmer les semailles, ou un dispositif purement cérémoniel? Les récits coloniaux décrivent Au tournant du XXIe siècle, des archéologues communautaires ont tenté de conjuguer savoir académique et traditions orales. En collaborant avec les descendantes des Lénape, ils ont recueilli des témoignages évoquant des offrandes de graines et de feuilles de tabac déposées autour des pierres, offrandes destinées à honorer les forces de la nature. Ces confidences, transmises en marge des archives, offrent un éclairage précieux. Le cercle pourrait avoir fonctionné comme un espace de médiation entre le monde matériel et l'invisible, un point de dialogue entre l'homme et l'esprit du paysage.
Malgré ces avancées, plusieurs questions demeurent sans réponse. Pourquoi choisir précisément 14 pierres ? Quelles méthodes de transport et de mise en place ont été employées alors que la région ne possédait pas de technique de levage complexe à l'époque présumée ? Comment expliquer l'absence de vestiges d'habitat ou de traces de vie quotidienne à proximité si ce lieu servait de centre rituel majeur ? Le cercle figé dans la clairière ne livre que le mystère de son silence. Le soir venu, quand le soleil déclinant baigne les pierres d'une lueur dorée, un léger chant d'oiseaux s'élève, comme une incantation intemporelle. Les fougères autour du cercle frémissent doucement et l'on imagine le murmure des anciens revenants, scrutant ces pierres qu'ils avaient peut-être érigées. De l'autre côté de la vallée, un autre vestige attend d'être révélé. Les crânes déformés d'Altouna, gardiens muets d'une autre énigme humaine, prêts à confier leur histoire pour qui saura écouter. L'air humide d'une cave abandonnée à l'orée d'Altouna emplit la pièce d'une odeur terreuse, comme si la terre elle-même se soulevait pour murmurer un secret ancien. Au fond d'une fosse creusée pour les fondations d'une maison désaffectée, lors de travaux imprévus en automne 1923, une pelle heurta un os, puis révéla un crâne à l'allure si improbable qu'il brisa aussitôt l'évidence du simple fossile. Les ouvriers, pétrifiés, le sortirent d'enquille délicatement, découvrant une déformation d'une précision troublante. Le frontal aplati, les côtés écrasés, la voûte étirée vers l'arrière avec une symétrie presque chirurgicale. Aucun sillon de suture n'évoquait une pathologie naturelle, mais plutôt un façonnage méthodique, un travail de sculpteur invisible, qui, ailleurs que dans un laboratoire secret, aurait pu modeler ainsi une tête humaine sans laisser d'autres traces que ce vestige isolé. Le crâne fut confié au docteur Edmund Harrison, anatomiste réputé à l'Université de Pennsylvanie, qui en dressa un croquis précis. Les mesures séquées révélèrent un indice de ceinture crânienne classique, CI, de 75, là où la moyenne humaine oscille autour de 79 à 80 teints, illustrant une déformation extrême. Harrison nota également la robustesse inhabituelle de l'os pariétal, comme si celui-ci avait subi un durcissement chimique post-mortem. Lors de la première radiographie, en 1925, on crut déceler une minéralisation accrue de la cavité endocrânienne, phénomène inexpliqué. Ces conclusions, consignées dans un rapport paru puis rapidement retiré des archives publiques, évoquaient un lobe occipital modifié, ne correspondant à aucune variation culturelle connue. Dans les bibliothèques de Harrisburg, on trouve des mentions fragmentaires. Un carnet d'un antiquaire amateur évoque un crâne miracle découvert au bord de la Juniata, mais sans préciser qu'il s'agissait d'Altouna. De rares photographies sépia, jaunies par le temps, montrent Harrison penché sur l'objet, capturant l'ombre menaçante de la voûte crânienne allongée. Ces images, longtemps considérées comme perdues, réapparurent en 2012 dans une vente aux enchères d'archives privées, ravivant l'intérêt d'une nouvelle génération de chercheurs. Au fil des décennies, plusieurs théories se sont affrontées. La plus répandue invoquait la pratique avérée de la déformation crânienne intentionnelle, un rite culturel documenté chez de nombreuses sociétés, d'Amérique du Sud aux steppes d'Asie centrale, où un bandeau ou une planchette était appliqué dès l'enfance pour allonger le crâne. Pourtant, l'examen détaillé des travées osseuses indiqua que la déformation d'Altouna ne correspondait à aucun protocole connu. Les pressions exercées n'étaient pas latérales, mais réparties selon un motif en spirale comme une torsion légère mais constante, une découverte qui laissait hors jeu toute analogie culturelle directe. Plus troublant encore, une analyse chimique des résidus microscopiques incrustés dans les fissures révéla la présence de résidus organiques exotiques, des saponines dérivées de plantes d'un sud-est asiatique et des traces infimes de résines aromatiques résistant à la putréfaction. Comment expliquer ces particules sur un os humain découvert au cœur de la Pennsylvanie ? Le docteur Harrison suggéra l'hypothèse d'échanges précoloniaux méconnus, mais sans l'ombre d'un témoignage archéologique complémentaire, l'idée demeura spéculative. Les archives municipales d'Altouna comportent cependant une note énigmatique. En 1890, un certain laboratoire expérimental détenait un bail provisoire sur l'une des maisons en ruine du quartier. Rien n'indique la nature exacte de ces activités et aucune mention n'apparaît dans la presse locale. Des rumeurs évoquaient des expérimentations médicales avant-gardistes mêlant galvanisme et études de morphogenèse. Mais ces allégations ne reposent sur aucun document officiel.
Le crâne, dont le lieu précis de découverte resta longtemps obscur, fit l'objet d'un transport discret jusqu'à l'université, sans qu'aucune chaîne de garde rigoureuse ne soit documentée. Au cours d'une réexamination en 1978 grâce à la microtomographie, on perçut dans la couche corticale des micro-fissures ayant la régularité d'un motif d'outil mécanique, peut-être un but. Dans la tradition orale des peuples Susquehannock, l'on raconte l'existence de têtes-temples, objets rituels façonnés pour incarner la mémoire des ancêtres, censés conserver connaissance et pouvoir. Pourtant, aucun récit précis ne subsiste quant à la forme spiralée que présente le crâne d'Altoona. Les seules évocations parviennent sous la forme de fragments de contes rapportés par les premiers missionnaires, entremêlés de jugements moraux, si bien qu'il est difficile d'en isoler l'essence. Néanmoins, certains chamans contemporains insistent. Ce crâne ne saurait être naturel, et il serait l'œuvre d'un peuple oublié, maître des fluides vitaux. Dans les années 2000, la découverte d'un deuxième crâne, similaire mais incomplet, lors de travaux sur une ancienne carrière de pierre à quelques kilomètres de là, relança le débat. Cette seconde pièce partageait la même voûte allongée et la même disposition spiralée des fissures minérales. Elle portait aussi des encoches, discrètes, qui pouvaient donc correspondre à un système de maintien par lanière ou plus simplement à un support de présentation cérémonielle. Ce lot fragmentaire, conservé depuis, dans une collection privée, fut étudié anonymement par un laboratoire européen. Les prélèvements d'ADN mitochondrial ne fournirent aucun lien direct avec les populations autochtones actuelles, ouvrant la porte à l'idée d'une lignée humaine disparue. Pourtant, les archives de ces laboratoires demeurent incomplètes. Les échantillons d'ADN nucléaire, trop dégradés, n'ont jamais permis une reconstruction complète du génome, et les rares séquences exploitables suggéraient une parenté lointaine avec les peuples de l'ancienne Mélanésie. Cette piste, immédiatement écartée par les spécialistes de génétique humaine pour cause de contamination possible, alimenta néanmoins quelques récits sensationnalistes vite rejetés par la communauté académique. Récemment, la datation isotopique de la surface osseuse a permis de poser une fourchette, large, entre 900 et 1500 après Jésus-Christ. J.C. Ce laps de temps imprécis recoupe l'arrivée des Premières Nations, mais aussi une phase de migration non documentée dans la vallée de l'Altaona. Les éléments organiques piégés dans les micro-crevasses, lors d'une fenêtre d'analyse en 2016, ont toutefois montré une affinité avec une flore herbacée locale disparue, suggérant un traitement du crâne sur place après déformation. Une preuve supplémentaire que l'objet, plutôt que d'avoir voyagé, a bel et bien été façonné à Altoona même. Malgré toutes ces découvertes, les visages de ceux qui ont porté ces crânes restent inconnus. Aucun foyer, aucun campement, aucun tumulus n'a été localisé aux environs et la constitution d'un cimetière de crânes demeure hypothétique. L'absence de fragments d'objets quotidiens, outils, parures, restes de nourriture, confère à l'énigme un caractère presque surnaturel. Un frisson glisse le long des roseaux, où l'eau stagnante du marais reflète une aube laiteuse, presque irréelle. Les troncs moussus émergent d'un voile de brume, et sous la surface calme, des entailles sombres percent la vase, comme les cicatrices d'un passé englouti. À Pymatuning, là où le ciel rencontre le marécage, surgissent d'ofton des symboles gravés dans la roche submergée, des arcs parfaits, des spirales entrelacées et des lignes droites intersectées, dessinées avec une précision qui défie l'eau et le temps. Qui a gravé ces glyphes dans les pierres inondées, et pour quels dessins ces signes silencieux subsistent-ils sous la boue et le courant ? Les premières mentions de ces gravures apparaissent dans un journal de 1894, tenu par un garde-chasse local. Dans ses écrits, John Macalister décrit « des formes bizarres, à fleur d'eau », aperçues lors de la vidange partielle du réservoir. Il note quelques traits profonds, presque antérieurs à l'érosion, et mentionne un sentiment étrange face à ces motifs que la nature semblait refuser d'effacer. À cette époque, la région n'était pas encore protégée et le terrain, propriété de colons, ne suscitait guère d'intérêt archéologique. Les gravures demeurèrent ignorées, recouvertes puis dévoilées selon le rythme capricieux des niveaux d'eau. Dans les années 1950, l'installation d'un barrage régula le flux du marais, offrant l'occasion à une équipe d'archéologues de l'université de Pittsburgh de cartographier la rive exposée. Les relevés, effectués à la main, consignèrent de plus de 50 signes répartis sur 1 kilomètre de berge. Les spécialistes notèrent leur ressemblance avec certaines figures celtiques et nord-européennes, mais en l'absence de marques comparables dans la région, ils conclurent à un simple fantasme visuel de chercheurs en mal de découverte.
Pourtant, ils laissèrent de consigner dans leur rapport un doute discret. Nous ne pouvons expliquer la cohérence géométrique de ces tracés. Un demi-siècle plus tard, la technologie moderne offrit un nouvel éclairage. Des plongeurs équipés de lampes à LED et de caméras submersibles explorèrent les pierres plates affleurant sous la surface. Les images haute définition révélèrent tant des gravures plus nettes qu'attendues. Chaque incision présente un fond plat, résultant d'un travail à l'outil coupant plutôt que d'une simple abrasion naturelle. On y distingua les restes d'un pigment rougeâtre, probablement un ocre qui soulignait autrefois les contours des glyphes. Cette teinte, aujourd'hui presque effacée, suggère une mise en valeur volontaire, un geste artistique ou cérémoniel. Alors que les chercheurs rapportaient leurs observations, les archives d'ethnologues amateurs remontèrent à la surface. Des notes de terrain de Marianne Thompson, datées de 1922, mentionnent des remerciements silencieux offerts aux pierres murmurantes lors de cérémonies autochtones. Thompson, interlocutrice de plusieurs aînés de la tribu Lenape de la région, relate des chants et des offrandes déposées sur les rives, près de roches gravées, dès le XVIe siècle. Ces témoignages oraux, recueillis en langage original avec précaution, décrivaient donc le marais comme un point de passage entre le monde des vivants et celui des esprits aquatiques. Les géologues, cependant, rappellent que le substrat de Pymatuning est composé de bancs calcaires très tendres, sensibles à l'érosion. Ils estiment qu'une gravure humaine aurait rapidement été estompée, mais constatent avec étonnement la netteté persistante des formes. Selon eux, les incisions doivent dater d'une époque relativement récente, peut-être postérieure à la construction du barrage originel en 1910. Mais cette hypothèse bute sur la mention antérieure de Macalister, qui, entre ces deux dates, a su se déplacer en barque pour creuser des glyphes intacts sous plusieurs centimètres d'eau. Plus intriguant encore, certains glyphes forment des paires ou des triplets juxtaposés, semblant raconter une histoire codée. Un disque entouré d'une spirale simple, suivi d'une branche bifide et d'une flèche pointée vers le sud, évoque un possible itinéraire ou un rituel d'orientation. D'autres signes, plus abstraits, rappellent des figures astronomiques. Une série de points alignés pouvant correspondre aux étoiles visibles depuis la latitude de Pymatuning. Ces similitudes conduisirent quelques archéo-astronomes à envisager un lien entre les glyphes et un calendrier secret. Mais l'absence de repères fixes sur les roches rend toute lecture risquée. Les plongées surrépétées mirent également au jour des artefacts voisins. Tessons de poterie brun foncé, quelques fragments de silex taillés, peut-être des outils de gravure eux-mêmes. Ces trouvailles, limitées à la bande submergée des glyphes, suggèrent un petit campement de travail artisanal, vraisemblablement estival. Les analyses thermoluminescentes situant la poterie entre 800 et 1200 après Jésus-Christ. J'y pensais, soit à l'époque du développement des cultures iroquoiennes dans la vallée de l'Ohio. Mais l'absence d'artefacts comparables ailleurs, tout autour du marais, insiste sur la singularité du site. La rencontre entre les données scientifiques et la mémoire orale amène à se poser la question de l'ancienneté réelle du marais comme lieu sacré. Les Lenape, chassés au XVIIIe siècle, auraient transmis clandestinement la tradition de ces glyphes aux colons germano-américains qui occupaient ensuite la région. Les sinuosités de la transmission orale peuvent expliquer la perte partielle des significations originelles, mais n'expliquant pas pourquoi, malgré la pression touristique et les modernisations successives, ces signes ne furent de jamais effacés ou reproduits ensemble de façon trivialisée. En 2015, le Bureau des forêts étendit la protection des zones humides de Pymatuning, classant le site comme patrimoine culturel non bâti. Cette décision mit fin au sondage mécanique, mais autorisa des relevés numériques par photogrammétrie. Les cartes 3D dévoilent aujourd'hui un paysage graphique fascinant, un alphabet gravé, figé sous l'eau, où chaque symbole occupe une place calculée. Les chercheurs espèrent un jour décrypter ce « langage des pierres », mais reconnaissent que chaque tentative d'interprétation impose un biais culturel trop marqué. Entre-temps, des artistes contemporains inspirés par ces glyphes créent des installations temporaires sur les berges, des totems éphémères, des rubans de tissu flottant au gré du vent, écho discret aux signes sous-marins. Ces créations, bien que poétiques, soulèvent un dilemme. Transcrire ce que l'on ne comprend pas risque de déformer davantage le sens originel. La tension entre conservation et appropriation artistique met en lumière la délicate responsabilité de qui s'aventure dans ce marécage d'énigmes.
Lorsque le soleil déclinant tire un trait d'or sur la nappe d'eau noire, les glyphes réapparaissent dans un profond silence. Le moindre remous semble éveiller ces dessins oubliés, comme si le marais bruissait d'une vie secrète. Les visiteurs, émus, se penchent sur le rivage, guettant un reflet, une étincelle. Lorsque l'aube glisse sur les collines verdoyantes de Blair County, une lueur tiède effleure les contours d'un réseau étrange. De larges cercles d'herbes rases, en creux, s'étendent dans un champ à peine labouré. Le sol, encore humide de la rosée, révèle des arcs parfaits, dessinés comme au cordeau, formant des anneaux concentriques que nul ne remarque au premier regard. Seule la lumière rasante du matin révèle l'architecture fugace de ces dépressions, témoignant d'une empreinte discrète à même la terre. Qui, dans ces paysages apparemment familiers, a sculpté ces cercles silencieux et dans quel but ? Les premiers témoignages remontent aux années 1880, quand un cultivateur, intrigué par la forme inhabituelle de ces sillons, grava sur un carnet des cercles plats comme creusés par une main invisible. Les cartes anciennes mentionnent des formations rondes dans les prés de Hollidaysburg, sans plus de précision. Les géomètres du comté, appelés pour mesurer ces anomalies, notèrent simplement une série de dépressions circulaires alignées, puis enterrèrent dans leurs croquis dans des tiroirs administratifs. Les descriptions restent sommaires, noyées dans le confort des classeurs municipaux, comme si l'on craignait qu'un archétype trop parfait soulève trop de questions. Ce n'est qu'à l'aube du XXIe siècle que les relevés par Lidar dévoilèrent sur la portée réelle de ces anneaux. Sous le couvert forestier attenant, plusieurs dizaines de cercles supplémentaires fleurissaient, formant des motifs radiaux inconnus jusque-là. Les scientifiques jugèrent de ces figures trop régulières pour relever d'un simple phénomène naturel. L'érosion, la circulation animale ou la contraction du sol n'expliquaient ni la symétrie ni l'ordonnancement précis de ces formes. Chaque cercle, de 10 à 15 mètres de diamètre, partageait une inclinaison identique, comme si un gabarit gigantesque avait servi de guide. Lors des premières sondes archéologiques, on s'attendait à trouver des traces d'habitat ou de structures en bois. Mais le terrain livra à peine quelques tessons discrets, épars et une poignée de fragments de charbon de bois poudreux. Aucune fondation de poteaux, aucun fragment de foyer structuré. Seule la terre, perforée et remuée, conservait la mémoire d'un travail ancien, soigneux mais dépourvu de vestiges tangibles. Comment interpréter ce silence matériel ? Les creusements, réalisés à la bêche légère, suggèrent un chantier rituel plutôt qu'une exploitation systématique, une série de gestes répétés, posés avec attention, puis abandonnés à l'usure des saisons. Les récits des peuples Ponca et de l'ancienne culture Monongahela évoquent parfois des points de rassemblement en cercle, où furent célébrées les alliances tribales et les observations célestes. Or, aucun document autochtone ne décrit un agencement aussi géométrique en Blair County. Les traditions orales, transmises dans parties de tronquées par les missionnaires, mentionnent un cercle de paix dressé en des lieux secrets. Mais la forme exacte et l'usage précis demeurent flous. Ne serait-ce qu'un écho, une réminiscence fragmentaire d'un rite désormais opaque ? Les spécialistes en archéoastronomie pointèrent de bientôt des alignements saisissants. Au solstice d'été, l'ombre d'un chêne plus ancien se projette exactement sur le centre de l'un des cercles, tandis que l'aube d'hiver illumine deux extrémités opposées d'un autre. Ces coïncidences solaires, peu probables, incitent à voir dans ces anneaux un calendrier terrestre, un outil primitif pour rythmer le temps et les saisons. Pourtant, l'absence de gravure ou de marque distinctive interdit toute certitude. Le cercle témoin silencieux capte la lumière et les ombres sans raconter sa fonction essentielle. Plusieurs théories concurrentes subsistent. Certains avancent qu'il s'agirait de simples kettle holes modifiés, d'anciennes dépressions glaciaires retravaillées par l'homme pour créer des espaces cérémoniels. D'autres évoquent un réseau masonique clandestin, né dans l'ombre des premières loges érigées à Altoona employant le chiffre 7, le nombre de cercles localement le plus fréquent comme symbole de perfection. La rigueur scientifique repousse cette spéculation, mais chaque hypothèse souligne le vertige suscité par un motif aussi ordonné, marqué par l'absence de tout document corroborant. Aujourd'hui, les anneaux restent un mystère paisible, planté au sein d'une campagne ordinaire. Les fermiers les contournent comme on évite un cairn sacré. Au crépuscule, le moindre bruissement de brise semble éveiller ces cercles, et dans la pénombre, l'on imagine les pas silencieux d'être disparus, gravant dans la terre un message inachevé.
Au-delà de ces formules minérales, un souffle plus sombre circule dans la forêt d'Allegheny, porteur d'un prochain secret à dévoiler. À l'orée de la forêt d'Allegheny, l'air vibre d'un souffle presque imperceptible, comme un soupir séculaire glissant entre les troncs centenaires. Les aiguilles de pin frémissent sous ce murmure inaudible, tandis qu'un voile de brume s'immisce dans les interstices du sous-bois. Entre les feuillus et les mousses épaisses, certains promeneurs affirment entendre des mots indistincts, comme un chuchotement ancien émanant de l'écorce même des arbres. Qui a semé ces voix dans les veines de la forêt, et quelle mémoire tressée au cœur du bois s'efforce de parler encore? Au début du XIXe siècle, les bûcherons de la compagnie Jackson & Foster mentionnaient dans leur carnet de bord des plaintes du bois résonnant au-delà du claquement des scies. Ils attribuaient ces sons à l'expansion et à la contraction des troncs sous les variations de température. Néanmoins, dans une note isolée de 1912, un contremaître évoqua des syllabes presque formées, semblant surgir d'un vieil dialecte. Ces annotations, considérées comme des élucubrations d'hommes épuisés, furent reléguées aux marges des archives, oubliées sous une pile de plans de coupe et de factures de charbon. Des décennies plus tard, un biologiste de l'université Carnegie Mellon, le docteur Helen Strauss, entreprit d'enregistrer les sons de la forêt pour étudier l'écho naturel des paysages boisés. À l'aide de microphones à large spectre, elle capta une trame sonore inédite, un réseau de fréquences basses entre 5 et 20 Hz, oscillant en motifs irréguliers. Pour l'appareil, il ne s'agissait pas du vent ni de la faune locale. Strauss nota dans son rapport « Cette vibration ne correspond à aucun phénomène biotique connu. Elle évoque plutôt un chant collectif tissé par la matière même du bois. Le document, conservé sous embargo par le département, n'a jamais été publié. Les Lenapes, gardiens anciens de ces territoires, parlaient en duet quelque peu, l'esprit du bois qui chuchote aux arbres les histoires du monde. Selon leurs récits, quand les peuples perdaient la mémoire d'un événement fondamental, l'esprit de la forêt murmurait les fragments perdus à qui savait prêter l'oreille au crépuscule. Cependant, ces traditions ont été transmises oralement, puis fragmentées lors de la colonisation, et restent pour la plupart absentes des traités historiques. Seuls quelques contes anonymes mentionnent le grésillement de la sève vivante comme un avertissement contre l'oubli. Au milieu des années 1970, une équipe de géologues analytiques découvrit sous la litière organique de la forêt une couche de quartz microcristallin, formant un banc souterrain s'étendant sur plusieurs hectares. Les géophysiciens notèrent que ce dépôt particulier pouvait amplifier naturellement les infrasons, expliquant en partie les vibrations ressenties. Pourtant, cette découverte ne rend pas compte de la complexité rythmique des enregistrements. Les palpitations sonores semblent clins à répondre à des cycles calendaires, s'intensifiant durant les solstices et s'estompant lors des équinoxes. Un synchronisme troublant suggérant une conscience mystérieuse, ou du moins un système de résonance parfaitement calé sur le temps. Plusieurs naturalistes, tentant de démêler le phénomène, étudièrent les racines entrelacées des hêtres et des érables, imaginant que l'eau circule dans ces réseaux souterrains comme un méga-canal de sève, produisant un bourdonnement collectif. Cette théorie physiologique, séduisante, buta sur des mesures stomatales. La fréquence du grésillement ne variait pas avec l'humidité ni la température du sol. Pire, même lorsque le sous-bois était inondé, les microphones détectaient la même signature sonore, signe que la source n'était ni purement hydraulique ni purement mécanique. Dans les années 2000, un petit groupe de chercheurs indépendants, réunis en axe sous le nom d'EcoTerra, installa un réseau de capteurs sismiques et acoustiques disséminés sur plusieurs kilomètres. Leurs relevés mirent au jour une cyclicité étrange, un motif de 5 pulsations lentes, suivies d'une éclaircie oscillatoire, répétée toutes les 27 heures. Aucune source interne ou externe connue n'explique cette périodicité. EcoTerra publia un rapport confidentiel concluant à une signature vibratoire auto-organisée, privilégiant l'idée d'un puits de mémoire géologique, restituant un ancien son cristallisé à travers le vivant du bois. Les récits amateurs abondent, des randonneurs racontent s'être arrêtés net, le souffle coupé, entendant un chœur lointain de voix basse, un murmure d'une humanité oubliée. Certains jurent avoir reconnu une mélopée, comme un lamento empli d'une langueur que seul le temps aurait pu engendrer.
Les autorités forestières dépassées interdisent parfois la recherche individuelle, craignant que ces zones ne deviennent des sanctuaires d'illusionnistes où l'on viendrait cueillir du sensationnel plutôt que de l'authentique. En dépit des efforts de classification, la forêt d'Allegheny refuse de se réduire à un simple laboratoire. À la nuit tombée, lorsque les chauves-souris s'élancent dans les ramures et que les lucioles dessinent des constellations éphémères, les murmures s'amplifient, se mêlant aux cris ténus d'un hibou ou au cliquetis d'une branche fracturée. Chaque son paraît orchestré, comme si la forêt jouait une symphonie grave et sans chef d'orchestre. Selon une légende urbaine locale, un vieux pionnier nommé Jonathan Mercer aurait enregistré ces murmures sur un cylindre de cire avant de disparaître en forêt en 1915. La bobine jamais retrouvée aurait contenu la clé d'un dialecte quasi phonétique, reliant la voix des arbres à un langage de l'âme. Les seuls fragments rapportés décrivaient des séquences de consonnes gutturales et de voyelles longues, imprononçables par la voix humaine. La piste demeura une légende trop fragile pour faire l'objet d'une enquête sérieuse. Pourtant, le plus troublant reste l'absence de traces physiques ou historiques justifiant une telle chorale naturelle. Les relevés topographiques, les inventaires faunistiques, les carnets de chasse, tout évoque un monde silencieux ou bruyant selon la faune, jamais chantant à l'unisson. Et pourtant, lorsqu'on prête l'oreille aux entrailles du bois, l'on sent qu'un message ancien peine à émerger, qu'une mémoire vivante aspire à s'exprimer à travers la matière. Alors que l'horizon se teinte d'un rouge discret à l'heure du crépuscule, les murmures reprennent, plus insistants, comme un appel muet. La forêt d'Allegheny, avec ses racines profondes et ses branches levées vers le ciel, reste un sanctuaire secret où s'inscrit l'indéfectible pulsation d'un passé enfoui. Là, dans l'ombre des vieux chênes, se trame la suite du récit. Les vestiges submergés du Juniata, miroir opaque d'une autre époque, n'attendent qu'une barque pour révéler leurs secrets enfouis. À l'heure où la brume se dissipe au-dessus du Juniata, l'eau limpide révèle parfois des silhouettes grises sous la surface, comme des ombres d'un village englouti. Des madriers anciens, enchevêtrés de moisissures, émergent au ras des berges, tandis que des blocs calcaires polis s'alignent sous le courant, figés dans un sommeil humide. Le soleil levant effleure l'écume et l'on devine, à travers les reflets tremblants, un plan secret tracé par des mains perdues au fil des siècles. Quel récit silencieux ces pierres et ces poutres racontent-ils au cœur de ce fleuve endormi ? Lors des travaux de dragage de 1921, un ingénieur nota, dans un rapport à demi effacé, la découverte d'une allée de pavés immergés à quelques mètres de l'ancienne écluse de Newport. Les hommes, d'abord sceptiques, durent admettre l'étrangeté d'une chaussée dont les joints, trop réguliers, trahissaient un travail méthodique. Ces pavés, taillés dans un grès local, formaient une voie submergée de près de 30 mètres, ponctuée de bornes en pierre. Qui, avant la construction du chemin de fer, aurait pu édifier un tel ouvrage ? Des archéologues de l'Université d'État de Pennsylvanie entreprirent en 1965 une campagne de sondage submergé. À l'aide de tubas et de scaphandres rudimentaires, ils découvrirent des poteaux de chêne alignés, plantés verticalement dans le limon, formant les fondations d'une structure rectangulaire. Les prélèvements de bois soumis au carbone 14 situèrent les pieux entre 1100 et 1300 après Jésus-Christ. Jour après Jésus-Christ, mais sans fournir de certitude sur leur usage. Habitation, ponton ou palissade, le mystère demeurait à l'image d'un fantôme de bois habité par l'eau. Les spécialistes en protohistoire locale émirent l'hypothèse d'un dispositif de pêche communal, utilisant les pieux pour canaliser les banquetons de poissons vers des filets tendus. Toutefois, la présence de dalles plates disposées en gradins sous l'eau ne ressemble ni à une trappe ni à un piège. Leur surface usée suggère un passage fréquent, presque rituel. Était-ce un embarcadère sacré où l'on embarquait les défunts vers leur dernier repos ? Ou un hôtel submergé, sanctuaire, oublié de rites aquatiques? Selon les légendes des descendants Lenape, une cité nommée Kishikon, ville des eaux, aurait jadis prospéré le long du Juniata. Les récits racontent des maisons de bois clair, bâties sur pilotis, ou résonnaient en des champs au crépuscule. Les archives coloniales, muettes sur ce nom, évoquent pourtant l'existence d'un établissement amérindien peu avant la guerre de 7 ans. Comment expliquer l'absence de toute carte ou chronique décrivant Kishikon ?
Le fleuve, en se creusant, aurait-il englouti la mémoire même de cette communauté ? Les derniers essais de datation menés en 2008 portaient un nouveau coup de théâtre. Les anneaux de corrosion sur les tiges de fer trouvées près des fondations laissaient entrevoir un contact prolongé avec un alliage étranger à la région. Les laboratoires suggérèrent l'importation possible de métal depuis l'Atlantique, mais sans pouvoir identifier le gisement. Un fragment de clou à tête plate, non documenté avant l'arrivée des Européens, fut retrouvé enchâssé dans une poutre. Signes avant-coureurs d'échanges transocéaniques méconnus ou simple épave remontée par les eaux. Plus récemment, un levé sonar à haute résolution a cartographié l'emprise du site sur plusieurs centaines de mètres carrés. Les images révèlent des pôles tronqués et des dalles disposées en damier formant des volumes sous-marins qui échappent aux structures amérindiennes connues. Les ombres projetées dessinent un réseau de couloirs et de petits bassins, presque invisibles, comme un labyrinthe perdu sous la vase. Cette géométrie surprenante défie les modèles d'habitat classiques et invite à réévaluer l'ambition technique de ces anciens bâtisseurs. Des témoins modernes rapportent des sensations étranges en survolant la zone en canoë. Certains décrivent un frisson parcourant leur colonne vertébrale, comme si le cours d'eau recelait une conscience endormie. D'autres affirment avoir entendu un clapotis régulier, dissonant avec la cadence naturelle des vagues, comme si un cliquetis ancien persistait sous la coque. Ces impressions subjectives restent anecdotiques. Pourtant, elles se répètent, dessinant un écho collectif difficile à ignorer. Dans les archives du Smithsonian, une gravure de 1873 illustre un navire échoué sur un banc peu profond à l'emplacement présumé du site. L'image, grossièrement esquissée, montre des hommes retirant des planches échardées sans prêter attention au sol pavé. La légende évoque un véhicule royal naufragé, courant des rumeurs de voyageurs français explorant la vallée au XVIIe siècle. Aucune trace écrite ne valide ce passage, mais l'écho de cette gravure, associée aux découvertes sous-marines, laisse planer un doute sur la filiation culturelle du lieu. De jeunes historiens passionnés ont tenté de créer une reconstitution numérique, superposant plans anciens et relevés sonars. Leur maquette, accessible en ligne, présente un village lacustre, dont les toits inclinés et les passerelles se découperaient sous l'eau calme. Pourtant, cette modélisation reste purement spéculative. Aucun fragment de céramique au motif distinctif n'a jamais été retrouvé. Aucun reste de cuisine, aucun fumier pour témoigner de la vie quotidienne. Les ruines muettes n'offrent que l'ombre d'une habitation possible. Alors que les relevés se multiplient, l'État de Pennsylvanie a placé le secteur sous protection, interdisant tout prélèvement sans autorisation. Les passionnés, frustrés, se tournent vers la recherche documentaire, scrutant les registres de l'église Saint John de Newport, espérant y dénicher un baptême ou un testament mentionnant un lieu isolé au bord de l'eau calme. Jusqu'ici, vainement. Le silence des archives se mêle à celui de la vase, tissant un double voile d'oubli. Les vestiges submergés du Juniata se dérobent à toute interprétation définitive, mais ils invitent à repenser notre relation à l'eau et à l'histoire. Chaque pierre, chaque rondin oublié sous la surface nous rappelle que l'archive matérielle peut se dissoudre aussi totalement qu'un nom effacé de la mémoire collective. Les eaux du fleuve, gardiennes discrètes, conservent ce sanctuaire invisible que seuls les passants attentifs pourront jamais entrevoir. Alors que la lumière du matin effleure ces structures englouties, d'autres secrets attendent sous les eaux côtières du Delaware, prêts à émerger de l'oubli. Une brise salée remonte de l'estuaire, mêlant le goût de l'eau croupie aux effluves d'algues échouées, tandis que le rivage vaseux du Delaware révèle ses secrets. Lors d'une marée exceptionnellement basse, des fragments d'os blanchis émergent du sable gris, piquetés de stries rouge rubis, d'auréoles jaunes et de taches noires d'un noir profond. À mesure que la lumière grise du petit matin caresse ces débris, on devine un motif ancien, dessiné avec soin, comme si chaque os avait reçu une ultime parure avant d'être abandonné au flot. Qui, dans un passé perdu, a eu la volonté de peindre la mort dans de si vives couleurs? Au début du XXe siècle, des pêcheurs de la côte Signal Hill signalèrent pour la première fois ces ossements bariolés, les repêchant dans leurs filets recouverts d'une poudre rougeâtre. Un article succinct parut dans le Daily Delaware Gazette en 1908.
des traces d'ocre sur des os humains retrouvés au large de Reedy Island. L'auteur évoquait un rite funéraire mystérieux, sans pour autant imaginer l'ampleur du phénomène. Pendant des décennies, ces rapports restèrent anecdotiques. Les restes furent jetés ou conservés sans étude approfondie, et leurs couleurs vibrantes furent attribuées à des algues pigmentaires ou à l'action corrosive de la vase. Ce n'est qu'en 1974 qu'un biologiste marin, le docteur Simon Hargrove, se passionna pour ces témoignages. Organisant une expédition à marée basse, il collecta plusieurs dizaines de fragments osseux et les confia à un laboratoire de chimie organique. Les analyses révélèrent la présence d'oxyde de fer, responsable des teintes rouges, de limonite, jaune doré, et de charbon de bois, noir. Plus étonnant encore, des traces minimes de cinabre, un pigment mercurylique utilisé dans certaines cultures pour honorer les morts, furent détectées. Ces découvertes firent naître un trouble. Ces substances, en particulier le cinabre, ne sont pas communes dans les gisements naturels de la région. Les spécialistes en anthropologie historique s'emparèrent de l'affaire. Selon les chroniques des Lénape, le sang de la terre-mère, un ocre rouge vif, servait à marquer les os des ancêtres, symbolisant le lien vital entre les vivants et les morts. Les teintes jaunâtres seraient extraites d'argile locale, dite sable du soleil, et appliquées pour évoquer la résurrection de l'âme. Le noir profond, obtenu par combustion lente de branches de cyprès, serait un hommage à la nuit, moment privilégié pour le voyage des esprits. Ces traditions funéraires, transmises oralement, sont peu documentées, mais les os polychromes du Delaware semblent en être le témoignage matériel. Les études radiocarbone menées dans les années 1980 situèrent la plupart des fragments entre 700 et 1100 après Jésus-Christ, jour après Jésus-Christ, coïncidant avec la période de floraison des cultures paléo-indiennes de la vallée. L'analyse isotopique du strontium confirma que les individus enterrés provenaient du bassin du Delaware et non d'échanges lointains. Toutefois, la densité élevée des pigments dans certaines zones osseuses suggère une application post-mortem plus qu'une trace naturelle. Ces ossements n'étaient pas de simples débris oubliés, mais les restes d'un rituel soigneusement orchestré. Pourtant, la géographie du site interroge « Pourquoi jeter ces os dans l'eau salée, là où la décomposition s'accélère ?» Certains archéologues proposent une logique de purification liquide, lavant les âmes avant leur entrée dans le royaume des eaux sacrées. D'autres, plus pragmatiques, y voient un accès facile pour les offrandes, un sanctuaire funéraire bâti à la limite du continent et de l'océan, où les proches venaient déposer le dernier hommage, laissant les vagues emporter l'excès de pigments dans la baie. En l'absence de traces de collation de repas ou de structures d'inhumation proches, ces hypothèses restent toutefois spéculatives. Plus récemment, en 2019, des relevés lidar sous-marins identifièrent une plateforme de pierre jadis submergée à quelques encablures du rivage. Les plongeurs y découvrirent dans des concentrations plus importantes d'os polychromes agencés en spirale concentrique sur un dallage de calcaire. Aucun artefact domestique n'y fut trouvé, mais la disposition circulaire évoque un autel de marée marquant les phases lunaires. Les relevés acoustiques confirmèrent penser la présence d'une cavité voisine, peut-être un puits scellé, dont la fonction reste inconnue. Dans les récits populaires, les os du Delaware devinrent objets de superstition. Des voyageurs racontent qu'un frisson étrange parcourt le corps lorsqu'on s'approche de la plateforme à marée haute, comme si les os devenaient l'origine d'un chant lointain, imperceptible mais profond. Les autorités environnementales interdisent désormais la cueillette des fragments, classant le site en zone de préservation culturelle. Les passionnés, frustrés, se contentent de photographies et de prélèvements en petit nombre, peaufinant sans relâche leur compréhension de ces vestiges colorés. Pourtant, malgré ces avancées, les ossements polychromes gardent leur part d'indéchiffrable. Les pigments résistent à l'eau salée et aux bactéries, comme figés dans une danse immobile. Les motifs peints, bandes, spirales, points, varient d'un fragment à l'autre, suggérant un langage codé, peut-être une identité tribale ou un grade spirituel. Les scientifiques envisagent aujourd'hui d'associer ces motifs à des graphèmes locaux, mais l'absence de texte ou de crâne entier freine la reconstitution. Lorsque la brume revient, s'insinuant entre les calcaries et les roseaux, les os polychromes reposent, silencieux, au fond de l'eau sombre. Leur éclat ténu rappelle que la mort peut se parer de couleurs et que la mémoire humaine se joue parfois des arguments rationnels pour dessiner ses propres images.
Au-delà de cette rive colorée, l'écho fantôme de Chestnut Ridge attend d'être entendu, prêt à éveiller de nouveaux mystères dans les collines paisibles de Pennsylvanie. À l'orée de Chestnut Ridge, lorsque le dernier rayon de soleil s'incline vers l'horizon, un silence presque palpable s'installe entre les massifs de hêtres et de châtaigniers. Ce silence n'est jamais total. Un souffle étrange résonne parfois dans les vallons, un murmure sans source identifiable qui semble glisser le long des pentes. Les promeneurs racontent qu'un mot, un souffle ou une syllabe s'élèvent du sol, passent d'un arbre à l'autre, puis s'évanouissent sans jamais atteindre une bouche ou une gorge. Qui susurre derrière les troncs, quel événement lointain captive encore l'air sous ces frondaisons anciennes. Les premières mentions de ce phénomène remontent aux journaux de chasse du XIXe siècle. En 1872, un bûcheron écrivit une note sur un carnet jauni « J'ai entendu ma propre voix résonner comme un autre moi à travers les arbres ». À cette époque, la densité forestière du Ridge interdisait toute propagation claire du son, et ces échos étranges furent attribués à l'exaltation des travailleurs, épuisés sous le soleil d'été. Pourtant, plusieurs témoignages indépendants, notés dans des cahiers remis aux archives locales, décrivent la même sensation. Une voix venue de tous côtés, sans que personne ne l'ait prononcée. Au tournant du XXe siècle, un ingénieur des ponts et chaussées, parcourant la route sinueuse du Ridge pour inspecter le nouveau tracé, alerta ses collègues de son étonnement. Il rapporta dans un rapport technique rare que lorsqu'il appelait le nom d'un compagnon de l'autre côté de la crête, il obtenait en réponse un écho décalé, filé comme un élastique sonore, restituant des syllabes absentes de son propre appel. Les acousticiens consultés évoquèrent dans l'effet d'une configuration géologique particulière, corniche calcaire formant une vaste caisse de résonance naturelle. Durant les années 1960, la dendrochronologie permit d'identifier des bancs rocheux datés d'il y a plus de 100 000 ans, enfouis sous le couvert végétal. Les géologues observèrent que certaines failles biocrantées microscopiques dans ces surfaces minérales pouvaient canaliser et déformer les ondes sonores. Un son lancé contre la pente nord pouvait rebondir en vagues successives, modifiées à chaque réflexion. Toutefois, ces modèles ne rendront pas compte de la surprenante clarté des échos. L'amplitude des fréquences médianes reste intacte, comme si l'écho épelait mot à mot l'appel initial, jusqu'à réarranger certaines syllabes. Dans les traditions lénapées, Chestnut Ridge était un lieu de passage pour les âmes égarées. Les chamans s'y rendaient lors des solstices pour guider les défunts à travers une voie du vent, un souffle sacré censé porter les messages entre les vivants et l'au-delà. Les premiers récits coloniaux teintés de jugement réduisirent ces pratiques à des superstitions. Mais alors que les prêtres dénonçaient l'idolâtrie, les indigènes, eux, chantaient encore des incantations pour apaiser la voix du vent, espérant que leurs paroles parviennent jusqu'aux ancêtres. Au début des années 2000, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie installèrent un réseau de microphones dans les creux et les ravins du Ridge. Ils enregistrèrent un corpus de sons inédits, des chuintements légers, des inflexions mélodiques, parfois même des fragments de mots reconnaissables, tels « eau » ou « souvenir », aussitôt engloutis par le silence ambiant. Les scientifiques concluèrent à un écho composite, résultat de multiples réflexions sur le relief, mais avouèrent que la richesse spectrale dépassait leurs algorithmes de reconstitution. Plus intriguant encore, certaines nuits d'automne, lorsque le vent tombe et que le ciel se charge d'humidité, on perçoit un écho résonner en cycle régulier, toutes les 7 minutes environ. Cette périodicité, signalée par les ingénieurs forestiers, ne correspond ni aux marées, ni aux phases lunaires, ni à tout autre phénomène astral. Les plus superstitieux y voient cette fois le battement d'un cœur de pierre, la respiration lente d'un monde minéral gardé par la montagne elle-même. Les études thermiques du sol, menées en 2015, révélèrent une légère fluctuation de température dans ces zones d'écho intense. À l'aube, le sol gardait une fraîcheur plus marquée que ses abords, comme si l'énergie acoustique se traduisait en capillarité thermique. Cette découverte, rapportée dans une publication confidentielle, ouvrit la piste d'une interdépendance entre ondes sonores et microclimats, mais resta hors du champ d'application des recherches courantes. Les passionnés d'énigmes acoustiques vinrent ensuite tester leur théorie à l'aide de haut-parleurs et d'enregistreurs numériques. Certains diffusèrent des fréquences pures, espérant cartographier les zones de résonance. D'autres campèrent des nuits entières, répétant des mots-clés pour obtenir un écho ciblé.
Dans la plupart des cas, l'écho riait d'eux, refusant de restituer les sons artificiels. Avec une ironie troublante, il ne donnait sens qu'à des voix humaines spontanées, comme si la forêt exigeait l'authenticité de la parole. En parallèle, le projet Voix du Ridge, conduit par un groupement d'ethnologues et d'acousticiens, proposa de documenter les récits autochtones, les chants chamaniques et les poèmes de colons évoquant Chestnut Ridge. Les enregistrements les plus anciens, gravés sur bande magnétique, mêlaient en lamentations et mots abscons. Leur transcription tentative révélait des répétitions de phrases comme « fils des pierres » ou « souffle du vent », formulées dans un dialecte mêlant anglo-normand et termes lénape. Un langage hybride, reflet d'une frontière culturelle marquée par l'écho même du site. Pour certains, ces explorations illustrent la force d'un paysage sonore sacré. Le Ridge n'est pas qu'un amas de collines, c'est un réseau de mémoires acoustiques, un sanctuaire où le son conserve la trace de chaque génération. Chaque parole prononcée ailleurs se répercute ici, se mêle à la phrase d'un ancêtre, se teinte du chant des oiseaux et du frisson des feuilles, créant un palimpseste sonore unique. Malgré ses recherches, l'écho fantôme de Chestnut Ridge résiste à toute ontologie simple. Les techniciens n'ont pas identifié de source primaire. Les mythologues ne peuvent que déployer des récits fragmentaires. Seuls demeurent les promeneurs attirés par la promesse d'un reflet de leur propre voix, prêts à écouter cette autre oreille de la forêt qui renvoie un reflet, jamais identique, toujours décalé. Au rythme des saisons, l'écho évolue. Au printemps, il s'habille d'une note claire, comme un réveil du bois. En été, il s'assombrit murmurant par temps orageux. En hiver, il se fait ténu, presque un souffle gelé, une respiration lente dans l'air glacial. Ces variations offrent un aperçu fugace de la vie vibratoire du Ridge, un mystère vivant qui change avec le souffle de l'atmosphère. Les spécialistes en psychoacoustique s'interrogent désormais. L'écho est-il un phénomène purement naturel, amplifié par la géologie, ou abrite-t-il un résidu d'intention humaine, un message partiellement effacé par les siècles ? Les deux hypothèses ne s'excluent pas. Un lieu construit naturellement par la roche et la forêt, mais investi de sens par tous ceux qui y ont posé les mots de leur présence. Le crépuscule s'insinue dans l'ouverture de la roche, et l'air se fait plus frais, presque humide, comme si la pierre elle-même exhalait un souffle ancien. À l'entrée de la caverne de Rockwood, les murs portent des traces de mousse argentée, et les stalactites, fines comme des filaments de verre, captent la dernière lueur du jour. Au-dessus de ces dentelles calcaires, des formes indistinctes se dessinent, des silhouettes humaines gravées à fleurs de pierre, figées avancées dans une danse silencieuse. Qui jadis a tracé ces figures à l'abri de la lumière, et dans quels dessins ont-ils gravé leur présence dans l'ombre d'un sanctuaire souterrain ? Les premières mentions de la caverne remontent à un carnet de route d'un chasseur de fourrure en 1837. John Sinclair décrit d'une écriture tremblotante une antichambre minérale où l'écho ramène des ombres gravées. Son récit, conservé dans les archives de la Bibliothèque d'État, évoque la découverte fortuite de silhouettes à hauteur d'homme, mais s'arrête net devant l'étrangeté du site. Aucune carte d'époque ne localise précisément l'emplacement, et la caverne reste longtemps un secret chuchoté dans les tavernes de la vallée. Au début du XXe siècle, le géologue Arthur D. Finch entreprit une étude sommaire des cavités calcaires de Blair County. Invoquant la doline naturelle et l'âge géologique du massif, il nota que Rockwood se distinguait par ses parois étonnamment plates, presque verticales, offrant des surfaces propices chez lui à la sculpture. Il émit l'hypothèse que les gravures pourraient dater de la période woodland tardive, sans pouvoir apporter de preuves datables. Ces relevés topographiques mentionnent plus d'une centaine de silhouettes, alignées sur plusieurs niveaux de corniches rocheuses. Lorsque la lumière de la lampe torche effleure la paroi, on distingue des figures humaines aux membres allongés, parfois courbés dans une posture contemplative. Quelques-unes semblent tenir un objet, peut-être un instrument, un paquet ou un totem stylisé. D'autres présentent plus d'éléments géométriques, cercles, spirales ou lignes brisées, comme si la représentation mêlait figuration et symbolisme abstrait. Ces combinaisons intriguent, car elles diffèrent déjà des traditionnelles gravures amérindiennes documentées ailleurs en Pennsylvanie. Dans les années 1970, des spécialistes en préservation du patrimoine menèrent un signalement plus complet. Munis de projecteurs et de matériel photographique, ils cartographièrent crânement les parois intérieures sur 2 niveaux. Un premier niveau à 3 mètres du sol, accessible sans équipement technique, et un second, plus élevé, nécessitant une échelle rudimentaire.
Les silhouettes situées en hauteur apparaissaient en plus stylisées, presque abstraites, tandis que celles du bas dépeignaient des traits plus humains, yeux, taille marquée, mains ouvertes. Les chercheurs notèrent que ces deux registres pouvaient en correspondre à deux phases ou deux usages différents de la caverne. Les mythes lénapés à propos de ce site parlent d'une grotte du miroir de l'âme, où les anciens chamans gravaient en des formes pour capter les voix des esprits. Les silhouettes, confiennent-ils, étaient des reflets d'âmes passées, immortalisées dans la pierre, pour être consultés lors des nuits de quête spirituelle. Ces récits, transmis oralement au-delà des traités coloniaux, restèrent précieusement gardés par quelques familles, puis finalement recueillis par un ethnologue local en 1985. Les témoignages concordent sur l'idée d'un lieu de passage, un seuil entre le monde visible et l'invisible, où le temps se plie à la densité de l'obscurité. L'arrivée des technologies modernes offrit une plongée plus précise. En 2003, une mission de photogrammétrie 3D scanna l'intégralité de la caverne, révélant des détails invisibles à l'œil nu. Des micro-incisions, des traces de pigments ocre et noir et de minuscules perforations alignées, peut-être destinées à fixer des éléments organiques disparus. Les cartographies numériques montrent que certaines silhouettes étaient initialement rehaussées de couleurs, aujourd'hui presque effacées par l'humidité et la condensation. L'analyse spectrale confirma la présence résiduelle de carbonate de fer et de charbon végétal, suggérant une mise en couleur rituelle. L'une des zones les plus fascinantes se trouve dans la partie la plus profonde de la caverne. Après un dédale de galerites basses, on atteint une alcôve circulaire dont les parois sont couvertes de silhouettes plus stylisées, des corps allongés, représentés de profil, semblant entrer ou sortir d'un halo gravé autour d'eux. L'endroit, presque parfaitement rond, mesure environ 5 mètres de diamètre et le sol est tapissé d'une fine couche d'argile noire sans trace de pas contemporains. Les archéologues ont émis l'hypothèse d'un espace. Toutefois, aucune fouille systématique n'a encore été autorisée. Le parc naturel de Rockwood, soucieux de protéger le fragile écosystème de la cavité, restreint l'accès et interdit le prélèvement d'échantillons organiques. Les rares sondages piézométriques ont révélé la présence d'un mince écoulement souterrain, mais l'impossibilité de récupérer des restes de bois ou de charbon pour datation empêche toute estimation précise. À défaut de radiocarbone, les chercheurs tentent désormais d'exploiter l'uranium-thorium, espérant doter les gravures d'une fourchette chronologique plus fiable. Au-delà de l'art rupestre, la caverne recèle des signes d'un habitat temporaire, quelques fragments de céramique tachetée, très fragmentaires, et des outils en pierre gravés d'une patine dense. Ces indices, assez pauvres en nombre, suffisent toutefois à suggérer qu'une occupation humaine, même brève, a lié le quotidien de ces sculpteurs à la magie du lieu. Certains pensent que la caverne servait de lieu de refuge lors de conflits intertribaux, tandis que d'autres insistent sur son rôle exclusivement sacré, inaccessible au commun des vivants. Les artistes contemporains, fascinés par ces formes archaïques, ont projeté des lumières filtrées sur les parois, espérant réanimer les contours oubliés. Ces installations temporaires ont offert un nouveau regard. Sous certaines nuances colorées, l'œil décèle des traits jusque-là imperceptibles, révélant une iconographie plus complexe, oiseaux stylisés, motifs végétaux et même une silhouette animalière évoquant le cerf, animal totémique pour de nombreuses communautés. Ces expérimentations visuelles, bien que spectaculaires, restent éphémères et ne remplacent pas l'étude scientifique rigoureuse. Quand la lampe s'éteint, un silence presque complet s'installe. La seule présence perceptible à l'obscurité est celle de l'humidité basse, goûtant en perles transparentes depuis les stalactites. Dans ce vide, la mémoire gravée semble plus vive encore, comme si les silhouettes se détachaient de la paroi, se mouvant dans l'ombre. Les chercheurs racontent donc qu'un frisson parcourt le corps, une résonance émotionnelle difficile à décrire, comme si l'on touchait du doigt un fragment de conscience ancienne. La caverne aux silhouettes de Rockwood demeure un lieu de questions ouvertes. Qui étaient ces artistes inconnus et quels récits ont-ils voulu fixer dans la pierre? Que signifiaient les cercles, les spirales et les figures allongées? Était-ce un inventaire de formes cultuelles, un calendrier gravé, ou un livre de pierre destiné aux initiés? Le mystère, tel une ombre résistante, persiste à l'orée de chaque couloir. Alors que l'on s'enfonce une dernière fois dans l'entrée, la lumière de la torche s'éteint, laissant place à l'obscurité dense. Le silence reprend le dessus, et l'on se surprend à guetter le retour d'un écho ténu, le reflet d'une voix perdue. Au-delà de la caverne,
Un autre secret attend dans la pierre nue du mont Sugarloaf, où des gravures moins spectaculaires mais tout aussi énigmatiques espèrent d'en révéler une autre facette de cette histoire oubliée. Un souffle humide monte du creux des rochers au lever du jour, imprégnant l'air d'une odeur de mousse et de quartz. Aux flancs escarpés du mont Sugarloaf, des esquisses étranges s'accrochent aux parois nues, rainures sinueuses, cercles concentriques, figures évoquant un animal métamorphosé. La lumière rasante du matin caresse l'encaustique minérale, révélant l'incertitude de leurs contours, comme si la roche hésitait à libérer ses secrets. Chaque incision, plus ou moins profonde, semble porter la main d'un sculpteur disparu, dont l'intention se perd au fil du temps. Qui a creusé ces gravures dans la pierre froide, et dans quel dessin ce livre muet s'est-il inscrit sur le flanc de la montagne ? Entre ces surfaces gravées, l'histoire géologique du Sugarloaf remonte à des centaines de millions d'années. Quartzite, grès et schiste métamorphiques fusionnés sous la pression des couches terrestres. Les glaciers du Pléistocène ont poli les dalles, laissant parfois des stries aléatoires que certains géologues identifient à tort comme naturelles. Pourtant, l'organisation répétitive de certaines figures, alignées selon des axes sinueux ou dessinant des mosaïques géométriques, échappe à la logique des forces glaciaires. Les chercheurs appelèrent en ces anomalies les marques du dernier passage, notant qu'elles rejetaient soit l'explication purement mécanique pour suggérer une intervention consciente, un trait d'intention humaine inscrit dans la pierre. La première mention écrite remonte à 1912 dans un carnet de route d'un botaniste ambulant. Il note des sillons formant des spirales tracées à la main sur la couche dure du promontoire. Quelques années plus tard, un article dans le magazine local évoque les mystérieuses griffures du Sugarloaf. Un groupe de randonneurs raconte avoir suivi un chemin de pierre jusqu'à une paroi ornée de croix et de demi-lunes. À l'époque, ces récits furent jugés pittoresques, moins dignes d'étude qu'un spécimen de plante rare. Les gravures restèrent ignorées des musées régionaux, trop éloignés des centres urbains pour susciter un examen archéologique sérieux. Ce n'est qu'en 1978 qu'une équipe universitaire effectua un relevé systématique combinant photographies en noir et blanc et croquis détaillés. Les archéologues distribuèrent au point des points de référence le long du chemin, mesurant les distances entre chaque motif. Ils reconnurent un schéma récurrent, des paires de rainures placées à intervalles réguliers, juxtaposées à des traits radiaux évoquant un kaléidoscope minéral. Aucune structure d'habitat n'accompagnait ces gravures, ni vestiges d'habitation, ni fragments de poterie, ni traces de foyer. Le silence matériel entourant ces marques renforça l'impression d'un message gravé dans un contexte purement symbolique. Dans les traditions orales des Lenape, le mont Sugarloaf se nommait Knepinpeu, le rocher où le ciel se grave. Les anciens récits décrivent un lieu de vision où les chamans gravaient leurs danses spirituelles avant de méditer à l'aube. Les incisions étaient réalisées grâce à une pointe de pierre, chauffée puis pressée selon un rituel sacré, accompagné de chants pour infuser la mémoire du monde dans la roche. Ces confidences, transmises sous la forme d'images poétiques, firent l'objet de retranscriptions partielles par les premiers ethnologues, mais sans lien direct avec les motifs actuels. Plus récemment, la spectroscopie portable, XRF, permit d'analyser les résidus minéraux piégés dans les incisions. Les résultats révélèrent la présence infime de pigments ocre et de traces orthas de cuivre oxydé, comme si certaines gravures avaient été rehaussées d'un liseré coloré. Des analyses de lichen croissant lentement sur la pierre donnèrent une estimation relative de l'ancienneté des marques principales. Certaines seraient vieilles de près de 1000 ans, d'autres plus récentes, témoignant d'un usage en plusieurs phases, probablement interrompu puis repris à travers les siècles. Malgré ces données, une école de pensée sceptique attribue l'ensemble à de simples phénomènes d'érosion différentielle où l'alternance des couches minérales façonne au hasard des motifs anthropomorphes. Les défenseurs de cette théorie soulignent l'absence d'une iconographie cohérente. Chaque gravure semble isolée, dépourvue de narration claire. Ils invoquent le concept de pareidolie, cette propension humaine à percevoir des formes familières dans un chaos visuel, affirmant qu'on projette une intention sur la pierre. Pourtant, le nombre et la récurrence de certains signes remettent en question l'idée d'un simple jeu de l'esprit. L'arrivée des relevés LIDAR et de la photogrammétrie 3D permit de cartographier la surface entière du site avec une précision centimétrique. Les chercheurs découvrirent plusieurs dizaines de gravures jusque-là masquées par la mousse et les lichens,
alignés selon des arcs de cercle invisibles à l'œil nu. Le modèle numérique réduisit l'incertitude quant aux dimensions. Des cercles parfaits de près de 2 mètres de diamètre, encadrés par une frise de triangles, suggéraient un projet architectural intégré. Cette géométrie plaide en faveur d'un jardin sacré à ciel ouvert, dont la pierre serait le seul vestige. L'archéologie expérimentale tenta de reproduire ces gravures à l'aide d'outils en quartz taillé et de techniques d'onde de feu. Les volontaires, une poignée de passionnés, mirent plusieurs semaines à ciseler un cercle d'1 mètre, découvrant la difficulté du geste et l'épaisseur du trait. Le rythme lent de l'opération, la puissance requise pour entailler la roche, démontrent la dimension sacrificielle de la tâche, un acte rituel, presque méditatif, loin d'une simple décoration. Mais faute de matériaux datables ou de contexte associé, ces expériences ne valent que comme indication de la ténacité nécessaire à la création de telles œuvres. Face à ce puzzle, les autorités du parc naturel ont classé la zone comme site protégé, interdisant tout prélèvement ou intervention directe. Les visiteurs peuvent seulement emprunter un sentier éloigné, contemplant la paroi du haut d'une plateforme en bois. Cette mise, lorsque l'aube caresse les sommets escarpés de Blue Knob, un silence profond enveloppe les prairies d'altitude, comme un voile immatériel qui protège un mystère ancien. Les bruyères tremblent sous la brise légère et le moindre bruissement de feuilles te paraît amplifié par l'immensité du paysage. Pourtant, parmi ce calme aérien, certains visiteurs assurent percevoir des sons sans source. Un murmure de vent, qui ne souffle pas, un grondement lointain dépourvu de vibrations mécaniques ou une mélodie grave suspendue entre 2 rochers. Ces sons invisibles défient la perception ordinaire. Comment entendre ce qui n'existe pas selon nos lois connues de l'acoustique ? Au début du XXe siècle, les premiers naturalistes de la région consignèrent dans leurs carnets des notes énigmatiques, un bourdonnement sans origine, semblant naître dans la terre plutôt que dans l'air. Dans un rapport de 1924, le géologue Arthur M. Cohen évoqua un statique persistant à intervalles réguliers qu'il attribua à des phénomènes électromagnétiques locaux. Mais faute de matériel de mesure adapté, ces observations demeurèrent anecdotiques et n'entrèrent pas dans le corpus académique. Plus tard, dans les années 1960, une équipe du département de géophysique de l'université de Pittsburgh installa plusieurs capteurs sismiques et hydrophones sur les flancs des sons nord et sud de la montagne. Les enregistrements livrèrent une surprise. Un signal sonore en basse fréquence entre 2 et 8 Hz, pulsant selon un rythme irrégulier, parfois modifié par la variation de la température nocturne. Pour l'ouïe humaine, l'infrason est inaudible, mais l'impact physiologique est tangible. Maux de tête, nausées légères, et cette impression de présence décrite par plusieurs randonneurs. Les géophysiciens interprétèrent ces infrasons comme l'effet d'un phénomène dit de résonance éolienne. Le vent, traversant des failles étroites, génère une vibration captée par le massif calcaire de Blue Knob. Les modèles mathématiques confirmèrent qu'à certaines vitesses, le son se concentre dans des cavités souterraines et réémerge sous forme d'un grondement sourd. Pourtant, ces simulations ne rendaient pas compte de la complexité des instants où les infrasons se muent en mélodies éphémères, accords mineurs, trilles austères, comme une musique à géométrie variable. Parallèlement, les ethnologues se tournèrent vers les traditions Lenap. Les anciens récits mentionnent une entité nommée Munohnoli, l'esprit du sommet, dont la voix se manifestait en chant discontinu. Les chamans racontaient que ce chant guidait les âmes des disparus vers la vallée, accompagnant leur descente dans la brume matinale. Ces histoires ont été recueillies oralement par des missionnaires au XVIIIe siècle, puis perdues dans les traités officiels. Seuls subsistent quelques fragments traduits décrivant le son comme délicat mais plein de nostalgie. Dans les années 2000, le projet Acouphènes naturels réunit ingénieurs du son et anthropologues pour cartographier ces phénomènes. Munis d'hydrophones terrestres et de magnétosons portables, ils installèrent un réseau de 15 points de captation autour du sommet. Leurs relevés montrèrent que certains signaux infrasonores étaient synchronisés sur des cycles solaires. À l'heure juste du lever du soleil à l'équinoxe, la fréquence oscillait de manière plus intense, presque chantante. Cette convergence entre astronomie et acoustique ouvrait la piste d'un ancien observatoire naturel, un instrument géologique programmé par la géométrie des failles. Cependant, les ingénieurs insistaient sur l'aspect purement passif du site. La montagne n'est pas une enceinte construite, mais une superposition de strates naturelles.
Comment expliquer alors que le chant invisible atteigne parfois une mélodie d'une clarté déconcertante, presque harmoniquement accordée? Les amateurs de phénomènes paranormaux voyaient dans ces instants l'écho d'un langage géologique perdu, tandis que la communauté scientifique redoutait la surinterprétation d'un simple bruit de fond. Au cours d'une expédition en 2015, des enregistrements binauraux furent réalisés dans la cave naturelle de Panther's Lair, située sur le versant ouest. À l'intérieur, le son devenait plus net, presque articulé, comme si la caverne agissait de caisse de résonance. Certains passages sonores faisaient évoquer des syllabes indistinctes, alternant des consonnes murmures et des voyelles prolongées. Les chercheurs tentèrent de reconstituer ces séquences phonétiques, mais le résultat restait fragmentaire, chaque réécoute produisant un phrasé légèrement différent. Pour affiner l'analyse, le docteur Eleanor Yin fit appel à la psychoacoustique, domaine où l'interaction entre le son et la perception humaine est étudiée. Son hypothèse, le contexte visuel et émotionnel du sommet modifie notre interprétation de signaux proches du seuil de perception. En d'autres termes, nous entendons ce que notre mémoire collective attend d'entendre. Chants anciens, rappels de légendes, mélopées non spirituelles. Sa théorie, elle est fondée sur des tests de perception, reconnaissait cependant que certains individus, en dehors de tout état d'esprit mystique, rapportaient pas la même expérience, suggérant une base acoustique réelle. Les grimpeurs solitaires de Blue Knob décrivent parfois une sensation de polarisation multiple. Lorsqu'ils cessent leur propre souffle pour écouter, le silence se remplit d'un grondement sourd, puis d'une vague mélodieuse s'éloignant en se dissipant. Certains insistent, ce n'est pas un son, c'est un espace sonore. Ces paroles poétiques, consignées dans des blogs d'alpinisme, circulent parmi les passionnés, élargissant la fascination autour des sons invisibles. En 2019, une équipe de bioacousticiens testa l'hypothèse d'un possible signal animal inconnu, la présence d'une espèce de rongeur cavernicole produisant des infrasons. Les relevés nocturnes n'ont détecté aucune trace biologique, générant des fréquences aussi basses et soutenues. Les grottes de Panther's Lair abritent certes des chauves-souris, mais leurs ultrasons ne se prolongent pas vers les infrasons humains. L'idée d'une origine animale fut donc écartée, accentuant le caractère géologique et mystérieux du phénomène. Un voile de brume matinale glisse sur les eaux lentes de Penn's Creek, fondant le murmure du courant avec le chant discret des roselières. L'air frais porte des notes de terre humide et de feuilles mortes, et parfois, quand la lumière rasante effleure un bloc calcaire dissimulé sous la rive, on devine la forme d'une ouverture minérale, un seuil oublié, une porte muette creusée à la main dans la paroi argileuse. Qui a taillé ces contours précis, semblables à ceux des linteaux antiques, et pourquoi laisser ces portails dormants là où le temps ensevelit les traces? Au début du XXe siècle, un fermier du comté de Snyder déterra par accident un arc de pierre posé à l'horizontale lors d'une crue printanière qui dévoila un ponceau usé. Sur place tiélaient des gravures à peine perceptibles, traits parallèles et spirales, encadrés allant cette arche naturelle. Les archéologues locaux, appelés sur les lieux, notèrent en notes manuscrites un artefact rituel ou utilitaire, avant de classer le dossier parmi les curiosités rurales. Le linteau fut finalement recouvert et la porte s'effaça de nouveau sous la glaise brune. Géologiquement, Penn's Creek coule dans une vallée façonnée par des dépôts glacio-fluviaux, marqués par des bancs de grès alternant avec des argiles calcaires. Les forces de l'érosion pouvaient expliquer certaines cavités, mais l'alignement régulier de plusieurs seuils, espacés de quelques dizaines de mètres, défiait la logique naturelle. Sur les cartes topographiques du comté, ces linteaux n'apparaissent pas, comme si l'homme et la roche avaient conspiré pour effacer toute trace officielle. Les premières notices sur ces portes de pierre émergent dans un journal intime de 1853, où un ingénieur civil évoque des ouvertures encadrées, encastrées dans la berge, ouvrant peut-être sur des galeries souterraines. Il parle de recherches interrompues, de plans abandonnés et d'un mystérieux carnet disparu. Cette brève mention nourrit depuis des générations d'historiens amateurs l'idée d'un réseau de passages secrets reliant les anciennes voies de communication autochtones. Les Susquehannock, peuple premier de ces contrées, chanteront des récits de pas d'ombre franchissant le seuil de l'eau. Selon leur tradition transmise oralement, des chamans sculptaient des portails pour laisser circuler, au solstice d'été, l'esprit des ancêtres en visite parmi les vivants.
Ces légendes furent instant consignées par quelques missionnaires, mais souvent traduites sommairement et réduites à des notes de bas de page. Aucun trait précis n'indique la correspondance exacte entre ces champs et les linteaux découverts aujourd'hui. Dans les années 1970, un bref protocole d'études unit géologues, archéologues et hydrologues pour sonder la rive est du creek. À l'aide d'un radar à pénétration de sol, l'équipe repéra des renflements rectangulaires à moins d'1 mètre de profondeur, suggérant des voûtes effondrées ou des cavités creusées. Les relevés, tenus secrets pendant des décennies, décrivaient des galeries souterraines de faible étendue. Mais aucune fouille ultérieure ne fut autorisée, craignant de déstabiliser l'équilibre hydraulique de la zone. Plus récemment, la technologie LIDAR a dévoilé une série de terrasses artificielles longeant le lit du cours d'eau, formant une plateforme inclinée vers le nord. Sur ces paliers, de petits amas de pierres plates semblaient le constituer les seuils d'embarcadères disparus. Les chercheurs ont noté l'orientation de ces linteaux vers une fosse d'eau profonde, et peut-être une citerne sacrée ou un point de transition entre monde terrestre et monde aquatique. Ce dessin géométrique, invisible au regard nu, souligne l'intervention d'une intelligence oubliée. Sous l'eau, le sonar haute résolution a cartographié des dalles lisses, disposées comme des marches, émergeant parfois lors des basses eaux estivales. Ces degrés de pierre invitaient à descendre lentement dans les eaux sombres avant que le courant ne les recouvre totalement. Les plongeurs rapportent une sensation de passage rituel, un frisson, comme si la roche gardait la mémoire de pieds anciens foulant ses marches de calcaire. Pourtant, aucun vestige d'habitat n'accompagne ces portails. Pas de tesson de poterie, pas de reste de foyer et pas un fragment de bois pour datation. À la place, quelques traces de cendres dispersées au creux des linteaux laissent imaginer un usage cérémoniel. Peut-être un rite de purification par l'eau où l'on gravissait ces degrés avant d'offrir fumigation et libation au courant. Les récits de villageois évoquent de l'une des lucioles bleuâtres rassemblées à la nuit dans la zone des galeries, formant un chemin ondoyant. D'autres parlent de voix étouffées qui s'élèvent quand on se penche à l'orée de l'eau, mêlant chants anciens et rires imperceptibles. Ces témoignages, classés comme anecdotiques, persistent pourtant dans le folklore local, dessinant l'image d'un théorie et contre-théorie fleurissent. Certains y voient un ancien site de chantier pour l'extraction de matériaux, d'autres un réseau de refuges en période de conflit, ou encore une série de puits de collecte d'eau douce aujourd'hui comblés. La rigueur scientifique interroge la viabilité de ces explications, mais aucune ne rend compte de l'harmonie discrète entre la pierre taillée et le lit du creek.